Salut à tous et bienvenue sur 15 à Milan. Le Milan a concédé le match nul, un but partout à domicile face à la Salernitana ce soir. But de Giroud de la tête sur corner de Bennacer à la 46e. Égalisation de Dia à la 61e d'une reprise du plat du pied gauche dans la surface. À mes côtés ce soir, Aristip et Erko. Salut à vous. Bonsoir. Salut. Aristip, si la Ligue des Champions a quelque peu ravivé la flamme côté milaniste, c'est une nouvelle contre-performance en championnat que nous analysons aujourd'hui. Match compliqué, effectivement, on n'avance plus énormément en championnat. On avait cependant la possibilité de revenir à la deuxième égalité avec l'Inter, puisque nos concurrents directs, l'Inter et la Roma, voire même la Lazio de mémoire, avaient fait un mauvais résultat. On n'a pas saisi cette opportunité, rien de surprenant, hein. C'est quand même un match post-Ligue des Champions, donc on savait que physiquement, ça allait être compliqué. D'autant que finalement, Pioli avait conduit plus ou moins le même 11 à un ou deux joueurs près que face à Tottenham il y a quelques jours. Donc je suis pas surpris qu'en deuxième mi-temps, effectivement, on ait eu plus de mal. On entame quand même pas mal la première mi-temps, hein. On se crée pas mal d'occasions, bon, même si Salerne reste quand même très dangereuse en contre. Et on est récompensé avec un but juste avant la mi-temps et finalement, chose assez rare sur corner. Et l'inévitable Giroud, du coup, qui met une super tête sur un corner tiré par Bennacer. Juste avant, Maignan nous fait une parade ultra décisive à la 42e avec une sortie assez incroyable due à un manque de communication entre Kaloulou et Thio, je crois. Devant Et en Dia à la seconde, sortie. ouais, tout à fait, devant Dia qui va super vite. D'ailleurs, je pensais que Thio elle était rapide, mais faut croire que Dia Ah va bah là encore. il s'est fait bouffer la course, mais à la 82e il y a aussi cette frappe de Piontek repoussée par Maignan. Les joueurs de la Salernitana ont été dangereux par moments également, hein. Oui, complètement. Bah, je trouve qu'ils ont très bien joué le contre. Ils jouaient bien le fait d'effectivement d'être bien derrière, mais dès qu'ils contraient, c'était souvent très dangereux. On aurait pu se prendre effectivement un but en deuxième mi-temps. Alors en deuxième mi-temps, on a malheureusement baissé d'intensité, puis je trouvais qu'on verticalisait pas assez. Et voilà, on se prend un but à la 61e sur une action très bien construite d'ailleurs de Salerne. Après, on pousse. On a été aussi un peu malchanceux, hein, puisque c'est Kaloulou qui, à la 90e ou 88e, je sais plus, sauve Salerne avec une défense de la tête sur la ligne d'Ochoa, le but, malheureusement. Mais voilà, certains joueurs ont été au niveau ce soir, d'autres ont été vraiment très mauvais, comme depuis quelques mois, et on y revenir, je pense, dans les tops et les flops. Erco, ce Milan sans Italien, hein, sans Italien quand même il faut le dire, avait-il encore la tête à Tottenham? Non, je pense pas. En tout cas, non, parce que voilà, on a quand même, si on est qualifié, c'était quand même un match nul. Donc voilà, on a retenu que la qualification, même si le match a été relativement correct dans l'ensemble. Ici, je pense qu'on a le même problème depuis le changement en 3-5-2, voire même peut-être depuis le début d'année, c'est que on essaye de faire quelque chose, on essaye d'attaquer, mais on n'arrive pas. On a aucune idée. Une fois qu'on arrive aux trois quarts du terrain, bah, tout ce qu'on fait, ça devient anecdotique. J'ai même eu l'impression que ce match-ci, c'est Salerne, pardon, qui a eu des grosses occasions. Donc, est-ce que je me rappelle pas avoir vu Ochoa en tout cas s'activer contre nous? Donc, oui, c'est très décevant parce que, voilà, moi, enfin, j'ai jamais été un partisan du 3-5-2. C'est encore plus maintenant et encore plus comment dire, sur la scène européenne en tout cas. C'est même si contre Tottenham ça a été réussi, mais on a joué contre une équipe malade, donc c'est pas forcément un exploit non plus. Donc, ouais, je trouve que c'est un manque d'ambition. Heureusement que nos concurrents directs ont été aussi mauvais que nous, voire même plus concernant certaines. Mais j'ai l'impression qu'on avance plus, enfin, il sait pas quoi faire. Je pense que Pioli arrive peut-être tout doucement à son terme. On paye encore des recrutements qui ont été foirés, parce que des changements qu'on a fait n'ont strictement rien apporté. On a perdu nos meilleurs joueurs. Léo, qui a été horriblement mauvais, ben, a été remplacé par un autre joueur horriblement mauvais. C'est, on a plus comment dire, de petite étincelle qui peut sortir du banc pour apporter ce petit côté frais. Même Ibra, enfin, qui est une de mes idoles, mais qui ici, on voit qu'il arrive quand même aussi à bout de souffle aussi. Il y a des réflexes de footballeur qu'il n'arrive plus à avoir, j'ai l'impression par moment. C'est un peu triste, mais bon, voilà, il arrive aussi à un âge avancé. Mais les choix tactiques, je trouve, enfin, en tout cas, le placement, enfin, pas placement, le choix de certains joueurs de Pioli et le bannissement de certains qui, malgré tout, comme montré qu'ils pouvaient apporter quelque chose et qu'ils ne tentent pas. Je pense que dans des périodes comme ça, manquer de curiosité, c'est dommage. Il reste quand même, il y a défaut des anciens entraîneurs italiens de rester fixés sur des idées et de ne pas vouloir être bornés sur ça.
Et c'est peut-être ce qui nous a forcé un petit peu ici, mais sur ce match, pour moi, oui, ça a été une erreur tactique de VAR. Il faut essayer de retrouver quelque chose et arrêter ce 3-5-2 qui nous amènera nulle part. Je dois quand même dire que Zlatan a provoqué quelques occasions, hein. Il y a sa frappe à la 91e qui est repoussée par Ochoa. Et puis il était à un moment donné dans les moments chauds. Je crois qu'il a provoqué l'occasion d'Origi à la 76e par exemple. Après, c'est pas le grand Zlatan, mais il rentre d'une blessure de longs mois, hein. On l'avait pas vu depuis très longtemps. On savait Ouais, même pas ouais, si on ouais, le ouais. reverrait un jour sur un terrain de foot. Il a 41 ans, si je me trompe pas. C'est bien ça? Ou peut-être un peu plus Ouais, jeune, c'est je ne sais ça, pas. C'est 41. 41 ans, on est d'accord? Donc bon, c'est pas le Ouais, c'est premier ça. sur lequel je tirerais, si tu Ah veux, non, hein. non, je ne Après, tire pas dessus, mais j'insiste sur le fait que Zlatan, c'est un joueur sur lequel on s'appuie énormément. C'est un joueur quasiment indispensable. Le problème, c'est qu'on ne peut pas s'appuyer sur lui éternellement. C'est surtout sur ça que je voulais souligner, quoi, en fait. ouais, ouais, bah c'est vrai que de toute façon, on a bien vu que son arrivée, hein, et l'arrivée de Pioli ont concordé avec le retour du Milan au premier plan en Serie A. Pendant la Covid notamment. C'est vrai qu'il a porté l'équipe et on a bien vu son impact sur le collectif et sur le mental surtout des joueurs, hein. D'ailleurs, j'ai lu que Pioli disait que les entraînements avec Zlatan, depuis qu'il était revenu, étaient très différents. Donc on connaît son impact. Maintenant, c'est sûr qu'il a l'âge de ses artères. On va passer, alors j'ose pas parler de top, Aristide, mais enfin, de celui que tu as trouvé le moins mauvais ce soir, côté milaniste. Bien le moins mauvais, tiens, je vais choisir Brahim Diaz. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a permis justement de créer des brèches et d'être dangereux en première mi-temps, alors qu'on a été vraiment stérile. Du coup, Arco disait que les changements n'avaient rien apporté, effectivement. Et dès qu'on a perdu Diaz, il était remplacé par De Ketelaere, je crois, à la 61e, on n'arrivait plus à trouver cette verticalité dans le jeu et on n'arrivait plus à être dangereux et à combiner. Et je trouve que voilà, Brahim Diaz a fait des super dribbles, des passes clés, des choses vraiment intéressantes en première mi-temps. Je trouve qu'il a fait des bons appels, il s'est bien libéré. Donc voilà, c'est un bon, c'est pas un grand top, mais ça fait partie de la satisfaction pour moi ce soir. Erco. Encore mettre sur des vieux jours, parce que voilà, c'est encore lui qui nous délivre, en tout cas en première mi-temps. C'est toujours le joueur qu'on arrive à trouver dans le jeu aérien où il est impeccable. C'est la mentalité justement des grands joueurs qui savent porter une équipe, hein. Un peu comme dans ce niveau-là, je mets un petit peu au niveau d'Ibra. C'est des leaders, je pense aussi que lui aussi apporte beaucoup mentalement à l'équipe et aux jeunes, et qui peut porter aussi une équipe et de par son expérience et de la culture de la gagne. C'est un joueur, comme je l'ai dit, qui a une mentalité impeccable et qui, encore une fois, l'a montré sur ce match. D'ailleurs, je trouve qu'on a quand même fortement ressenti sa sortie. Je pense elle aurait peut-être pu attendre un petit peu, surtout après l'égalisation. Ou pourquoi pas l'associer avec Ibra, en tout cas, pour éviter de faire rentrer Origi. Mais voilà, peut-être le seul joueur qui m'a en tout cas bien plu aujourd'hui, quoi. Quelle fut la déception du match, Aristide? Ah, j'en ai deux. Alors, je vais mettre la déception absolue parce que ça a été clairement le plus mauvais où il a vraiment tout raté. C'est Léao, sans aucun doute. Je sais pas quoi dire parce que je sais pas ce qu'il a. Je mets tout le temps des petits plus et des moins sur une feuille associée à chaque joueur et là j'ai vraiment aucun plus. Je crois qu'il a vraiment tout raté, même s'il faisait son fort avec ses prises de balles et ses accélérations dévastatrices, il ne les a plus depuis. Alors sur ce match c'est flagrant, mais ça fait depuis janvier en fait. On a l'impression qu'il y a un effet qu'on a connu avec Donnarumma il y a quelques années, quand effectivement il y avait des problèmes de renouvellement de contrat. J'ai l'impression de revoir à peu près la même chose, avec un joueur qui est de moins en moins concerné, qui est pas très intéressant. Ce soir, il a montré toute la panoplie de ce qu'il ne faut pas faire en tant que joueur de foot. Donc ouais, je l'ai trouvé vraiment très mauvais ce soir. Donc premier flop, Léao. Et second, alors là c'est plus c'est presque le résultat, j'ai rendu une année où je trouve ce joueur vraiment totalement inintéressant et inutile. Je vais mettre Origi. Sa rentrée, mais elle est catastrophique. Ce joueur est foncièrement mauvais. Vraiment, pour moi, c'est la déception de la saison dans le sens où je m'attendais pas du tout à ce genre de joueur, quoi. Je m'attendais, alors je sais qu'il était remplaçant à Liverpool, je voyais pas toujours Liverpool jouer, même si je les voyais quelques fois, mais je pensais qu'on avait recruté un joueur avec certaines qualités physiques, athlétiques. Et en fait, je me rends compte que c'est un joueur qui est dépassé physiquement, qui n'attaque même pas son ballon, qui a même pas les bases du football, c'est-à-dire de pouvoir lever la tête, attaquer un ballon. Il se fait toujours devancer, ses déplacements sont mauvais, pas dans le bon tempo. Et dès qu'effectivement, Erco parlait de Giroud qui sortait, et que ça nous a été préjudiciable, même un Giroud sur une jambe à 30, 37, 38 ans, il est plus intéressant qu'un Origi, quoi. Dès qu'Origi à quelques minutes de jeu ou démarre titulaire, t'as l'impression qu'on joue à 10. Donc voilà, je le mets en deuxième flop parce que ça rentrait à l'image de sa saison, c'est-à-dire
inintéressante et juste catastrophique. Tu as cité le nom de Donnarumma. À chaque fois que j'entends un supporter du PSG parler de Donnarumma, j'ai l'impression qu'il est horrifié, qu'il regrette profondément Navas. Et on peut les comprendre parce que les bourdes qu'il a faites, notamment contre Nantes, mais c'est pas la seule, c'était assez impressionnant. Erko, quelle est ta déception? Ouais, je pense qu'il a quand même relativement bien résumé. Parce que moi, j'aurais pu rajouter deux Coutellard, mais ça, j'en parlerai un petit peu après. Mais oui, enfin, Léo, il a tout raté. D'ailleurs, même, je pense que depuis son après-Coupe du Monde est chaotique. C'est plus le même joueur. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a envie de partir ou est-ce que c'est parce que les négociations durent et que ça travaille aussi mentalement? Je pense que c'est humain aussi. Je ne sais pas, mais c'est plus du tout le même joueur qu'on voyait, le joueur souriant qui prenait du plaisir à jouer et à dribbler, de joueur qui courait sur tout son flanc, qui pouvait remonter un ballon à 80 mètres et malgré tout sourire encore jusqu'à la fin. On voit il y a aussi un problème plus que mental. Et puis rater tout comme il l'a fait, il n'avait jamais fait avant. Là, on est vraiment à un niveau qui est en dessous de tout. Et moi, je ne l'ai jamais vu aussi mauvais, parce que même quand il jouait mal avant, il y avait quand même des petits éclairs de génie qu'il n'a pas eu ici. L'accélération, bah, on n'a plus rien vu. Est-ce que c'est le changement tactique qui le perturbe aussi? C'est possible aussi. Ou est-ce que c'est le tout? Je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête. Mais tout ce qui est sûr, c'est que la Coupe du Monde ne l'a absolument pas aidé. J'ai même pas l'impression de la tuer. Il y a eu un déclic qui s'est fait à ce moment-là chez lui, mais un déclic négatif. Et on perd un petit peu ce joueur-là. Alors là, un peu à On peut pas l'image dire de qu'il ait joué l'équipe. beaucoup pendant la Coupe du Monde, hein. Je Ben non, cherchais ben, désespérément ses minutes de jeu lors des matchs du Portugal, je l'ai pas vu souvent. ben, est-ce que mentalement, ça va pas justement frustrer aussi ça de ne pas avoir joué beaucoup? Parce que avant la Coupe du Monde, il était bon. C'était un des rares joueurs qui soulevait l'équipe quand il le pouvait. Mais ici, depuis la Coupe du Monde, je ne sais pas si c'est un hasard ou une simple coïncidence, mais pour moi, ici, le déclic s'est joué à ce moment-là. Donc, à savoir pourquoi, je ne sais pas, mais d'un point de vue, en tout cas, si on doit prendre une date où on peut dire que Léo commence à être mauvais, c'est l'après Coupe du Monde. Après, est-ce que c'est physique? Ben, je ne pense pas, parce que comme tu l'as dit, il n'a pas beaucoup joué. C'est Moi, je pense que la négociation, voilà, se joue beaucoup. C'est maintenant soit parce qu'il veut se barrer, ou soit parce qu'il est frustré que les négociations prennent beaucoup de temps et traînent depuis longtemps, je ne sais pas. Mais je pense que ça joue énormément, et la tactique, évidemment, parce que même si aujourd'hui, je trouve qu'il a quand même joué beaucoup plus à gauche que dans l'axe, il a même joué essentiellement à gauche. Donc, c'est pas vraiment une excuse, mais il y a quelque chose de négatif en lui pour le moment, et il n'est pas bon. Et pour Origi, bah, voilà, il a bien résumé aussi. C'est un joueur qui m'a l'air cramé physiquement, parce que Origi, pardon, qu'on a connu au Liverpool, le super sub qui était de l'époque, et bah, c'était pas juste un joueur qui était beaucoup plus vivace et qui était plus en train de faire un peu mal aux défenses, surtout en rentrant. Ici, on a vu sur le côté, il n'a jamais réussi à prendre un joueur de vitesse. Il a pas cette fulgurance qu'il avait avant, ce petit côté athlétique qu'il pouvait apporter. C'est, il y a des joueurs comme ça qui sont cramés assez tôt dans leur carrière. Maintenant, c'est un joueur qui n'a pas été épargné par la blessure non plus, donc peut-être un moment, son corps a peut-être dit stop, mais en tout cas, c'est un joueur qui a énormément perdu en niveau, et qui là se pompe quand même 4 millions par an au Milan, et c'est quand même à se poser des questions quand même sur le recrutement de ce joueur au final, quoi. Et pendant ce temps, Zaniolo marque des buts en Turquie. Aristide, quel est ton joueur bonus? Un joueur bonus, je vais mettre Krunic parce il était titulaire contre Tottenham et j'avoue que je m'attendais à ce qu'il soit cramé très rapidement et qu'il fasse un match assez moyen. J'ai trouvé plutôt intéressant, bah justement, c'est lui qui a verticalisé principalement sur Brahim Diaz en première mi-temps, qui a donné ses occasions ou presque occasions intéressantes. Donc ouais, je mettrais Krunic en bonus, qui fait le taf sur ce poste-là, même si je le préfère en 10. Je trouve il est vraiment plus que correct. Du coup, il a fait totalement, malheureusement, je trouve, et un peu trop vite disparaître Tommaso Pobega, qu'on ne voit plus du tout depuis janvier. Donc voilà. Et pour le coup, qui a bien raté son insertion dans le collectif milaniste, mais je n'enterre pas un joueur au bout de quelques mois. On a vu avec Tonali qu'il fallait parfois être patient, et certains ont mis 3 ans comme caissier à devenir bon chez nous. Donc tout est possible dans la vie, surtout avec les jeunes. Erko, quel est ton joueur bonus? Les joueurs bonus, c'est aussi un joueur qui n'a pas été bon aujourd'hui. D'ailleurs, comme quasiment depuis le début de la saison, c'est de Coutellard. Mais j'ai envie de prendre indirectement, enfin, sa défense est vite dit, mais il est mauvais. Il y a un gros problème mental. Le problème, ce que j'ai envie de dire, c'est que le joueur qu'on voit actuellement au Milan, c'est pas le joueur qu'on a connu au Belgique, qui est le vrai niveau. Ça ne représente pas du tout ce joueur-là. C'est un joueur qui est d'habitude très élégant, intelligent, qui a une technique largement au-dessus de la moyenne, et qui est un joueur qui a habituellement beaucoup de confiance en lui. On avait vu en Ligue des Champions où il brillait justement
justement sa prise de balle et justement entre guillemets, son leadership via son talent. Ici, c'est un joueur qui est totalement effacé, qui n'arrive pas à contrôler un ballon. C'est vraiment une copie wish de ce joueur-là. Et c'est frustrant parce que quand les supporters qui le connaissent bien savent de quoi il est capable. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une grosse frustration autour de lui. C'est que là, un joueur, peut-être comme vous, je ne sais pas, qu'il n'avait pas connu avant, vous dites, tiens, c'est 35 millions pour un joueur là, on se fait totalement arnaquer. Oui, c'est totalement légitime de dire ça. Mais quand on connaît vraiment un joueur, on se dit, voilà, pourquoi? Je veux dire, comment est-ce possible? Enfin, moi, j'ai jamais connu un joueur comme ça aussi bloqué mentalement. Et la vraie question à savoir, c'est est-ce qu'il est capable de se reprendre justement par après? Est-ce qu'on peut laisser une saison encore parce que on peut dire Tonali ou DAO, mais ils avaient quand même quelques fulgurances à l'époque que Tolar n'a pas encore. Donc, est-ce que ça peut se débloquer l'année prochaine? Ce que je souhaite et ce que je pense que la Serie A a besoin, est-ce que le championnat, enfin, le football européen aimerait bien voir? Ou alors, c'est la preuve aussi que le mental est très important dans le football et que tu peux avoir tout le talent que tu veux. Si tu n'es pas assez fort mentalement pour subir la pression d'une grosse équipe, d'un gros championnat, c'est très compliqué et tu n'arriveras pas à percer. Donc, j'espère en tout cas que c'est la première solution qui va nous faire rêver encore l'année prochaine. Mais je veux juste préciser que le joueur qu'on voit actuellement, c'est pas de Cutelaar qui est capable justement de faire gagner la différence à n'importe quel match. Je tiens à dire quand même que si on n'a pas pu prendre Zaniolo au mercato d'hiver, Zaniolo qui voulait venir chez nous, qui viendra peut-être d'ailleurs chez nous cet été, on sait pas, parce que d'après ce que j'ai compris, il y a des contacts avancés avec Maldini, c'est parce qu'on a mis tout l'argent sur De Ketelaar cet été quand même, hein, parce que c'était à peu près le même prix. Je me demande si Zaniolo n'était pas même un peu moins cher que De Ketelaar, donc je demande à voir ce qui va se passer. Je dis pas que Zaniolo d'ailleurs serait forcément la recrue magique, mais lui au moins connaît la Serie A, et lui on sait n'a peur de rien, même si c'est un peu une tête brûlée. Alors on va passer au mot de la fin. Erko, tu pourras réagir bien sûr, mais je tiens à introduire, parce qu'on me demande souvent, j'ai été contacté ces derniers mois, on me demande souvent pourquoi on ne fait pas plus d'émissions comme avant, et je réponds invariablement aux gens, parce que les matchs sont chiants, comme ce soir d'ailleurs, hein. Alors certes, c'est vrai qu'il arrive que tous les chroniqueurs ne soient pas disponibles, mais vraiment, se farcir un match ennuyeux jusqu'à 22h40, c'est une chose, mais alors en parler après, c'est encore un cran au-dessus. Donc nous continuerons à faire les spéciales, ça y a pas de doute, mais les après-matchs, ça dépendra des disponibilités et de l'humeur. Voilà. Aristide, quel est ton mot de la fin? Juste, MJ, je voulais rebondir sur ce que disait Ercourt sur De Ketelaar avant mon mot de la fin. Je voulais dire simplement que ça me rappelle un peu, alors rien à voir avec la coupe de cheveux ni la couleur des cheveux, mais moi ça me rappelle un peu Augueux qui a été chez nous il y a 2-3 ans, c'est-à-dire pas forcément dans le techniquement, parce que Augueux était plus que décisif, je trouvais, pour le nombre de minutes qu'il jouait, mais plutôt dans le body language, dans l'acclimatation dont Erco parlait. Moi, je trouve qu'effectivement, il n'a pas l'air du tout acclimaté à l'équipe, il a pas l'air de s'entendre avec certains. Enfin, je le trouve un peu à côté, comme Augueux était à côté, on le sentait un peu seul. Bah, j'ai l'impression que De Ketelaar, c'est pareil. Ouais, ou Paqueta, c'est vrai qu'il s'était mis pas mal de gens à dos, alors que Paqueta, j'ai plus l'impression que c'était aussi parce qu'il avait un comportement, même Tolly en avait parlé, hein, on avait plus que sous-entendu, trop brésilien, c'est-à-dire peut-être trop tête brûlée et pas assez travailleur, ce qui ne semble pas être le cas, je pense, de Ketelaar ou Augueux, qui ont l'air effectivement d'avoir un problème un peu plus psychologique, un peu plus, qui ont peut-être le mal du pays ou autre, mais effectivement, j'ai très peu vu de Ketelaar avant son arrivée à Milan, mais c'est vrai que bon, c'est pas j'espère que ça va faire comme Tonali et Kessié, enfin plutôt comme Tonali, c'est-à-dire que ça va être très timide cette année et qu'on aura vraiment son arrivée l'année prochaine. C'est très possible. On va peut-être laisser Erko réagir et puis ensuite tu feras ton mot de la fin. Vas-y Erko. Yes. Et juste rebondir sur le transfert aux Janeiro que tu parlais, c'est aussi un transfert qui avait beaucoup d'inconnus, notamment en physique, puisque c'est un joueur qui a connu 2 ou 3 fois des croisés à son jeune âge et qui a un comportement quand même tout sauf exemplaire dans sa mentalité. Donc voilà, j'adore Zaniolo parce qu'on sait que c'est un joueur aussi qui a beaucoup de talent, mais aussi que c'est un joueur qui est très instable et qui, voilà, mettre 35 millions avec les finances actuelles, on doit compter des pièces jaunes. Voilà, sur un joueur qu'on n'a pas vraiment de garantie qu'il aura un gros apport sur l'équipe. Mais techniquement, on aurait pu les mettre. On aurait pu les mettre si on n'avait pas recruté De Ketelaar. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'on a mis les sous sur le Belge. Alors je critique pas, hein, c'était un choix, etc. Puis peut-être qu'il va progresser, exploser, et on le souhaite bien évidemment. Mais si on n'avait pas mis les sous sur De Ketelaar, on aurait pu les mettre sur Zaniolo. C'est ce que je voulais dire. Moi, je pense qu'on l'aurait fait d'ailleurs, mais alors maintenant, si on part comme ça, si tu partais 2-3 semaines avant, si on aurait mis les 15 millions pour Enzo Fernandez, on l'avait aussi. Donc, quand on voit que c'est devenu, il y a aussi de quoi avoir des frustrations. Donc, voilà, on ne peut pas reconstruire non plus le mercato qui a été fait.
Mais voilà, moi je voulais juste souligner que ne croyez pas que c'est les joueurs qu'on voit actuellement. Mais c'est comme, voilà, c'est comme l'a souligné Aristide, oui, c'est un petit peu le même cas que eux. Peut-être que dans le football actuel, des joueurs introvertis, c'est peut-être compliqué pour eux de s'adapter au niveau. Maintenant, je pense que de côté-là, est quand même apprécié par l'équipe, puisqu'on voit quand même beaucoup de gestes de soutien vers lui quasiment à chaque match. Donc voilà, maintenant, voilà, est-ce que c'est un petit peu des gestes publics pour faire plaisir aux supporters ou si c'est vraiment, il y a vraiment un soutien qui se fait envers lui, je ne sais pas. En tout cas, voilà, est-ce que c'est une erreur de recrutement? Sur le papier, on peut dire que pour l'instant, oui, parce que voilà, on peut pas dire que dans les faits, c'est compliqué de trouver justement Non, mais c'est trop tôt pour tirer des conclusions, on le sait bien. On le c'est sait trop bien. tôt, voilà. Voilà. En tout cas, pour le oui, oui. Maintenant, pour le recrutement direct, est-ce qu'on, avec du recul maintenant, parce que moi j'étais content de son recrutement à l'époque, mais est-ce qu'on n'aurait peut-être pas dû miser sur un joueur qui allait apporter quand même certaines garanties, parce que surtout quand on savait bien que 35 millions, c'est trop clair dans notre budget de transfert, et qu'on avait encore d'autres chantiers comme le côté droit notamment à refaire. Voilà, ça c'est une question qu'on peut légitimement se poser. Mais c'est comme tu dis, je pense qu'il faut encore laisser l'année prochaine à De Ketelaere qui puisse faire justement la préparation en entier en parlant au moins minimum la langue, en connaissant bien ses coéquipiers, et de là après on pourra partir. Bon, voyons ce qu'Aristide voulait nous dire comme mot de la fin. Bah, le mot de la fin pour enfin comme souvent, hein, pour parler des clubs de Serie A en Ligue des Champions et Europa League. Bon, sachez que, comme vous l'avez pu le voir, cette année, c'est quand même assez exceptionnel ce qui se passe pour les clubs de Serie A en Ligue des Champions et même en Europa League, puisqu'il y a toujours quand même trois qualifiés. Alors, Milan premier qualifié en des clubs de Serie A pour les quarts de finale, hein, avec cette victoire sur la double confrontation face à Tottenham 1-0 et 0-0. Mais voilà, l'Inter est quand même bien parti avec un 1-0 contre Porto et il joue demain, je crois. Et le Napoli est plus que bien parti puisqu'ils ont quand même gagné 2-0 face à Francfort de mémoire. Donc pour l'instant, enfin, il est possible qu'il y ait, il y a des chances quand même qu'il y ait trois clubs de Serie A parmi les 8 meilleures équipes du monde de cette année, donc ce qui serait tout à fait exceptionnel. Et Et peut-on voilà. dissocier ça totalement du tirage au sort quand même? Parce que est-ce que ça symbolise, est-ce que ça illustre une hausse de niveau considérable de la Serie A? J'en ai pas spécialement l'impression par rapport à la saison dernière. Ou bien avons-nous été peut-être avantagés par le sort? Alors c'est vrai, le premier, tu fais bien de le dire, je pense qu'effectivement on n'est pas malheureux quand tu vois Porto, Francfort ou Tottenham sur les huitièmes de finale. Après, pour moi, ça ne se traduit pas forcément d'une hausse du niveau de la Serie A, mais plutôt ce dont on parlait et ce dont je parlais juste avant ou après la Coupe du Monde, mais plutôt du nivellement par le bas des grandes équipes qui sont censées représenter les 8 meilleures, par exemple les 8 meilleures équipes de Ligue des Champions, qui je trouve sont avec des joueurs et des équipes moins fortes qu'avant. Je trouve Même que, le bah, pour Bayern reprendre d'ailleurs, hein, qui a l'exemple, tapé le ben oui, PSG, le c'est pas un Bayern, Bayern impressionnant. C'est pas le Bayern qui a gagné la Ligue complètement. des Champions il y a quelques années, hein, loin de là. Oui, oui, complètement. Liverpool est en difficulté également. Paris, pareil, et du coup est sorti. Donc finalement, et puis bon, je remets le contexte, mais est-ce que ce Real-là, qui a gagné la Ligue des Champions l'année dernière, aurait gagné cette Ligue des Champions il y a une dizaine, quinzaine ou même une vingtaine d'années? J'en suis pas sûr. Donc ouais, je pense qu'il y a de moins en moins de grandes équipes, peut-être moins de grands joueurs, et du coup, c'est vrai qu'on a des opportunités cette année, mais pas que nous, hein, pas que Milan, d'autres clubs aussi, comme le Benfica, qui rappelons-le, termine premier de son groupe devant le PSG. C'est quand même pas quelque chose d'anodin. Donc voilà, les équipes outsiders arrivent à tirer leur épingle du jeu devant la défaillance des gros comme Chelsea, comme même City, qui sont loin d'être impressionnants, etc. Les Donc voilà, mosaïques d'individualité ne feraient pas des collectifs performants? bah, Première nouvelle dans faut le football, croire, hein, je veux dire. Ah oui, faut oui, on avait croire. déjà vu les Galactiques au milieu des années 2000, avec Beckham, Figo, Raoul, Ronaldo, Zidane. On a bien vu qu'ils n'avaient jamais gagné la Ligue des Champions, alors qu'à l'époque, Raoul Morientes, début des années 2000, c'était une équipe vraiment impressionnante. Et là, c'est vrai qu'il n'y a plus, par exemple, le grand Barça des 8 Espagnols titulaires plus Messi formés au club. Il n'y a plus d'équipes vraiment à identité forte, si tu veux, sur le terrain et en C'est vrai. dehors. Et on observe que peut-être ça participe de la, comment dire, déconstruction du football européen, en tout cas de la baisse du niveau. Moi, je l'ai toujours pensé, hein. Personnellement, j'ai toujours pensé Ouais, que quand les clubs les plus riches ces dernières années gagnaient, c'était parce qu'il n'y avait pas de projet alternatif. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'équipe qui prenait, si tu veux, le foot aux antipodes de ces grands milliardaires là qui dirigent nos clubs. Moi, je suis obligé de constater que le foot est moins intéressant à regarder. Et je me rappelle, on avait eu cette discussion suite à la Coupe du Monde, hein. C'est vrai que tu nous avais dit que tu avais trouvé le niveau des nations oui, relativement bas, et j'étais d'accord avec toi, mais j'avais dit qu'il y avait quand même encore une saveur, il y avait quand même encore un piment, quelque chose, une passion
ambition qui transparaissait puis que ça se voyait dans les audiences. Mais surtout, je t'avais dit, mais alors les clubs sont-ils meilleurs? Eh ben pas forcément. Et on est obligé de le constater. Et c'est vrai que le niveau du foot, quand on a un petit peu d'expérience et qu'on a connu, même sans remonter jusqu'aux années 90 en Italie, mais simplement le début des années 2000, la première moitié des années 2000, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir, notamment sur le plan défensif. Alors là, c'est caricatural, c'est spectaculaire, ça n'a plus rien à voir. La défense Nesta Maldini qu'on a connue, la défense, les grandes défenses qu'on avait en Italie, hein. Même un joueur comme Materazzi aujourd'hui serait un excellent défenseur, alors que c'était pas un immense joueur, c'était plus un casseur et un truqueur, mais aujourd'hui, dans le football actuel, en Italie notamment, serait un excellent défenseur. Enfin bref, on va pas épiloguer, on va dire c'était mieux avant comme d'habitude, ce sont les vieux cons qui parlent, mais en football c'est pas loin d'être vrai, surtout quand on imagine ce qui peut se passer, notamment avec le projet Super League. On va demander à Erko ce qu'il va nous raconter, ce qu'il peut nous raconter comme mot de la fin. Non, mais c'est juste que je me pose une petite question quand même depuis quelques temps. C'est quand justement tu vois tous les investisseurs qui vont en Europe, etc., qui ont un minimum d'ambition en tout cas, qui investissent quand même un minimum. Pourquoi est-ce qu'en Italie, dès qu'un club est racheté, c'est toujours par ou des Américains ou en tout cas des équipes qui n'ont pas forcément le budget des ambitions que le club devrait avoir? Qu'est-ce qui fait que, est-ce qu'il y a quel élément extérieur pourrait faire que aucun, par exemple, enfin, dans un sens peut-être tant mieux à ce niveau-là, mais pourquoi aucun Qatari ou aucun milliardaire russe ne s'est jamais intéressé, en tout cas à un grand club comme ici? C'est toujours des fonds d'investissement composés avec de 15-20 personnes dedans qui veulent mettre 3 paquets de chics dans le club, qui veulent essayer justement de faire grandir le club avec 50 millions par an et un projet qui est quand même relativement, comment dire, où on peut se poser des questions en tout cas sur où on va aller. Avant Donc, tout financier, assainir les comptes, c'est ça leur projet. Le projet n'est pas sportif, assainir les comptes. oui, mais ça fait quand même 10 ans qu'on va s'en les comptes. Il y a quand même un moment où je sais bien de faire ça. Et je pense qu'Eliott a très bien fait à ce niveau-là. Mais maintenant, Cardinal pourrait quand même passer à un niveau supérieur. Je ne demande pas non plus des enveloppes de 150 millions. Mais quand tu vois le dernier mercato, même si voilà, c'était le premier mercato de Cardinal, donc on peut encore lui laisser les bénéfices du doute. Mais des rumeurs en tout cas qui partent. En tout cas, on part sur un mercato encore comme ça où on va compter nos sous. Est-ce qu'on peut, en tout cas, sans, comme tu l'as dit, sans projet alternatif, vraiment espérer avoir de l'ambition sur le plan européen si le but de chaque année, c'est d'essayer de faire des bonnes affaires comme on l'a fait avec Théo ou DAO, en achetant des joueurs à 20-25 millions en espérant qu'ils brillent? Je suis pas convaincu parce que de toute façon, on a encore beaucoup de faiblesses encore à réparer. Le problème, c'est que les bons coups, on ne réussit pas à chaque fois. On a bien vu cet été que le mercato a été à 90% foiré. Donc, je pense que c'est. Est-ce qu'on peut encore rêver à plus d'ambition, en tout cas, que de se qualifier pour la Ligue des Champions, peut-être des huitièmes ou des maximum des quarts de finale? Ou est-ce qu'on peut définitivement faire une croix sur le Grand Milan, ou est-ce qu'on peut encore croire enfin, un projet en tout cas, mais je ne vois pas les dessins en tout cas, même une base pour ne fût-ce qu'un projet jeune ou un projet. Sincèrement, je ne vois pas où on va. C'est ça ce qui m'inquiète un peu et qui me fait peut-être perdre un petit peu aussi goût au football. Et c'est qu'avant le football, pour moi, c'était principalement le fait de voir Milan qui ravivait ma flamme. Et j'avoue que ces temps-ci, ça commence à diminuer un petit peu, et pas forcément à cause du jeu, mais justement à cause de savoir que personne ne sait où on va et ce qu'on peut attendre du club. Et j'espère avoir en tout cas une indication cet été, parce que personnellement, je suis pas forcément rassuré. Ah bah, j'ai toujours dit que le football, à Milan en tout cas, redeviendrait intéressant lorsqu'un vrai investisseur, mais je veux dire un passionné quoi, un passionné par le foot, passionné par le club, reprendrait le club. On avait parlé de Ferrero il y a quelques années, ça s'est pas fait. On avait parlé d'un autre également, euh, Isso. oui, comme Isso, etc. Ça s'est pas fait non plus. Je sais pas d'ailleurs ce qui a bloqué, hein, parce que les deux avaient l'air vraiment intéressés, mais bon, visiblement les propriétaires du Milan n'étaient pas vendeurs à ce moment-là, en tout cas pas à ces personnes-là. Donc ça ne s'est jamais fait et c'est vrai que la passion pourrait revenir du côté du Milan aussi via l'investissement d'un passionné, je pense. C'est parce que Ouais, enfin, clairement. c'est un pléonasme ce que je dis évidemment, c'est pas très original, mais c'est vrai que là on a l'impression d'avoir un monstre froid, hein, un peu tel comme le conducteur des raisins de la colère de Steinbeck, là, un monstre froid, c'est vraiment ça. On est
on est dans le football banquier. Voilà, c'est un peu ça. À faire des C'est ça. économies, assainir les comptes, comme je le disais tout à l'heure, je radote, mais c'est vrai. Et l'aspect sportif, en réalité, certes, on est champion d'Italie. Alors, dans quelle Serie A? On voit bien que cette année, on a du mal à confirmer. Et que sur la scène européenne, alors certes, on a passé le tour. C'est vrai beaucoup de gens comment dire, sont tombés sur les supporters en disant qu'on devrait être comblé en réalité, parce que ça fait des années, ça fait quand même 12 ans qu'on n'a pas goûté aux quarts de finale de Ligue des Champions, donc on devrait être en extase. Et c'est vrai qu'on est heureux, hein, on va pas se bouter notre plaisir, mais on sent pas le souffle qui nous porterait vers la finale. Alors on espère se tromper parce qu'on voyait pas non plus l'Italie arriver en finale de l'Euro 2020, donc tout est possible dans la vie. Mais c'est vrai que pour être passionné par ce Milan là aujourd'hui, c'est pas simple. Bon messieurs, eh ben on se retrouvera quand on aura envie de se retrouver, c'est-à-dire on est toujours très heureux de se retrouver bien sûr, mais quand les matchs seront intéressants, peut-être plus que ce soir, le Milan affronte Udinese samedi soir. On fera encore une fois l'émission spéciale fin de saison bien sûr, et puis d'ici là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sera au gré de nos humeurs. Bonne nuit à tous, à bientôt, salut! Bonne nuit. Ciao.